vous ce matin pour cette session qui est consacrée au commerce peut-il avoir un rôle pacificateur encore. Alors, le monde a vécu pendant des décennies sur l'idée que la mondialisation serait forcément heureuse pour aplanir les différends entre les nations. Et là, en l'espace de quelques années, on assiste à un retour des conflits commerciaux, des tensions géopolitiques, que ce soit avec la rivalité entre les États-Unis et la Chine ou la guerre en Ukraine. Pour en parler aujourd'hui, je vous présente nos intervenants. Clarisse Magnin, qui est directrice générale de McKinsey France. Jean-Jacques Guilloni, vous êtes directeur financier de LVMH. Pierre-André Chalandard, donc président de l'Institut de l'entreprise et président d'honneur de Saint-Gobain. Et Saha Albazar, donc vous êtes députée et vice-présidente de la commission Affaires étrangères du Parlement égyptien. Et puis Hinda Gharbi, juste à côté de moi, vous êtes PDG de Bureau Veritas. Alors, je vais commencer tout de suite par vous, Saha. Excusez-moi, est-ce qu'on pourrait avoir un appareil de traduction? I will ask the question in English. Vous commencez par vous parce que vous allez quitter plus tôt, puisque vous avez un avion qui vous attend tout de suite. Nous savons que la circulation du canal Suez est perturbée depuis un mois. Est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les difficultés, quelles sont les tensions géopolitiques auxquelles doit faire face votre pays? Qu'est-ce que cela veut dire pour vous? Oui, bonjour. Je suis tellement contente d'être parmi vous aujourd'hui. Merci de m'accueillir. Je suis vraiment heureuse d'avoir pu faire partie de ce panel excellent. Alors, le canal de Suez, c'est important, c'est vital mondialement parce que 15% des navires de commerce passent à travers le canal. Et nationalement, parce que cela contribue au PIB de 10 millions de dollars annuellement, 2,3% de notre PIB. La situation actuelle n'est pas idéale, pour être honnête, et c'est lié à la paix. Cela nous montre le lien entre le commerce international et la paix, qu'il s'agisse d'une paix régionale ou mondiale. Si on regarde la carte, Égypte se trouve stratégiquement au milieu. Le canal Suez lie l'Égypte à l'Europe, les Amériques. Donc, c'est vraiment essentiel. Et ce qui se passe aujourd'hui à cause de la guerre, et imaginez la carte et les frontières. Il y a de l'instabilité politique en Libye, il y a la guerre civile au Soudan et à droite, il y a la guerre entre l'Israël et Gaza. Et puis, il y a le Yémen et il y a des attaques constantes de navires et blocage de la mer Rouge. Et donc, cela a un impact sur les navires qui veulent passer par le canal. Comment est-ce que cela impacte le commerce mondial et le commerce national? Eh bien, mondialement, les navires... Donc, il y a une réduction de 15% de navires. Donc, on commence à chercher d'autres parcours maritimes. Il faut que les entreprises se protègent, bien sûr. Alors, comment est-ce que cela a un impact mondial? Tout d'abord, cela étend le temps de livraison, mais c'est plus coûteux parce que les parcours sont plus longs. Les navires de Singapour qui vont au nord de l'Europe, on parle de 17% de plus d'émissions de gaz à effet de serre. Donc, cela a un impact sur notre climat. Donc, encore une fois, nous devons travailler sur la stabilisation de la mer Rouge à cause de ces impacts mondiaux. Au niveau national, comme je l'ai dit, cela contribue à notre économie de manière forte. 10 milliards de dollars par an. Cela aide à créer des
des emplois, le canal de Suez. Et cela aide avec la trésorerie, cela donne des disponibilités à l'économie. Et donc les impacts sont considérables. Et si cela continue, il y aura beaucoup de gens qui vont perdre leur travail. L'instabilité va perdurer au niveau de l'économie et pas seulement localement. Parce que nous avons des réfugiés dans nos pays qui cherchent des emplois et le peuple égyptien qui cherche des emplois vont perdre des emplois. Comment est-ce que cela impacte l'Europe? Encore une fois, nous allons revoir des vagues d'immigrés illégaux qu'on a vues jusqu'en 2016, donc des immigrés illégaux passant de l'Égypte à l'Europe. Avant, c'était des personnes qui venaient de l'Afrique, qui passaient à travers l'Égypte pour se rendre en Europe. Mais aujourd'hui, cela va recommencer. Heureusement qu'on n'a pas atteint cette situation encore, mais c'est essentiel de stabiliser la situation au niveau de la mer Rouge. Et l'Égypte a choisi des outils médiatiques, une médiation pour essayer de maintenir la paix au niveau de la mer Rouge. Merci beaucoup. Alors, je vais revenir vers vous sous peu. Pierre-Jacques. Lancer ces débats. Merci beaucoup. Alors, en effet, il peut paraître un peu curieux de poser cette question du lien entre commerce et paix en ce moment. On était à l'apogée de la mondialisation, dans une période qualifiée d'hypermondialisation, avec un commerce très, très dynamique. Et cela n'a très clairement pas empêché l'émergence d'une situation mondiale très conflictuelle, le retour de la guerre sur le continent européen. Donc le lien entre commerce et paix est donc un peu plus complexe que ce que la question pourrait suggérer. Et d'ailleurs, ce que vient de nous dire notre collègue d'Égypte, c'est que c'est aussi dans l'autre sens que ça se passe. On a besoin du commerce, on a besoin de paix pour que le commerce prospère. Alors, je voudrais... Cette question du lien entre commerce et paix, elle est très ancienne, en fait. Ça fait très longtemps qu'on en débat entre économistes, historiens, spécialistes de relations internationales. Et je voudrais rendre hommage à cette occasion à l'un de nos collègues qui est parti beaucoup trop tôt, Philippe Martin, du Cercle des économistes, qui nous a quittés malheureusement en décembre de l'année dernière, et qui avait fait des travaux sur ce lien entre commerce et paix. Et ces travaux, conduits avec Thierry Mayer et Mathias Teunig, montraient que l'idée que le commerce promeut la paix n'est que partiellement vraie. Et leur explication reposait sur une distinction entre commerce bilatéral et commerce multilatéral. Lorsqu'on est dans une relation de commerce avec un pays, eh bien, l'interdépendance est telle que chacun dépend de l'autre et il y a très peu d'incitation à se faire la guerre. Lorsque le commerce est multilatéral, on peut faire la guerre à un pays et puis on a des alternatives commerciales avec le reste du monde. Et donc il y a une différence de nature assez profonde entre la nature bilatérale, peut-être même régionale du commerce, et la nature multilatérale. On aura peut-être l'occasion d'y revenir. En tout cas, la capacité de la Russie à contourner les sanctions imposées suite à l'invasion de l'Ukraine confirme cette interprétation. Cette théorie du doux commerce qui renforce la paix, elle remonte à Montesquieu, qui disait « L'effet du commerce est de porter à la paix, car deux nations qui négocient ensemble se rendent réciproquement dépendantes. » Et c'était dans l'esprit des lois. Et cette idée d'interdépendance, facteur rationnel de paix, correspond à la vision développée par Emmanuel Kant à la fin du XVIIIe siècle. Elle correspond aussi à l'expérience vécue par nos pays, les pays occidentaux, à la fois avec l'intégration européenne et entre eux globalement depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Mais le fait d'être dépendant, et c'est ça qui crée l'ambiguïté, est aussi source de vulnérabilité, réelle ou perçue, et cela peut être source de conflit. Et on a vu dans le débat récent la reprise des débats sur la dépendance, facteur de vulnérabilité, et c'est là où on voit bien que le commerce n'est pas nécessairement facteur de paix. Alors je crois qu'il y a une première idée qui est importante à garder en tête, c'est que le politique domine. Parce que cette idée kantienne de paix par l'interdépendance économique, elle survalorise la rationalité économique par rapport à l'autonomie du politique. Ce que je veux dire, c'est que les facteurs de guerre ne se réduisent pas à l'économie. Il y a beaucoup de raisons de se faire la guerre et quelquefois on se fait la guerre même si le coût économique de la guerre suggère une réponse rationnelle qui serait de ne pas faire la guerre.
Donc je crois que cette dominance du politique, on la sous-estime, on l'oublie en général. On a vécu dans une période où on pensait que l'économie était autonome, et en fait ce n'est vraiment pas le cas. On est en train de redécouvrir aujourd'hui le retour du politique. Et comme l'expérience européenne en témoigne, l'économie ne fait pas le politique. On a une union économique en Europe. Cette union économique ne s'est pas traduite par la création d'une union politique. C'est une forme de coopération politique, mais il y a beaucoup d'enjeux qui n'ont pas été résolus simplement par le commerce et la coopération économique. Deuxième idée importante, le cadre multilatéral construit dans l'après-Seconde Guerre mondiale est devenu obsolète. Et c'est important de garder cette idée du cadre en tête, parce que ce n'est pas le commerce qui a permis les décennies de paix. C'est l'établissement politique d'un cadre multilatéral dans lequel le commerce s'est développé qui était le facteur de paix. Ce n'est pas le commerce lui-même. Et donc il y a eu en parallèle le développement du commerce et de la paix, et ça c'était une source de prospérité majeure pour nos pays. Je pense que cette période est maintenant terminée. Troisième idée importante, l'importance de la politique intérieure. Pourquoi est-ce que le système commercial mis en place après la Seconde Guerre mondiale devient obsolète ? Bien, c'est parce que le monde a changé, c'est une raison importante, mais ces changements ont accru les tensions politiques intérieures sur l'impact du commerce. Et l'impact du commerce et des mouvements de capitaux derrière. Parce que le commerce, contrairement à une sorte de propagande libérale, ne bénéficie pas à tout le monde. Le commerce crée des gagnants et des perdants. Si on n'est pas capable de compenser les perdants, bien ça crée des tensions sociales qui peuvent être des tensions politiques. Ce que je veux dire par là, c'est que l'acceptation d'un cadre multilatéral pour le commerce, qui avait caractérisé ces années de prospérité après la Seconde Guerre mondiale, dépend de la politique intérieure. Et on ne peut pas l'ignorer. Or, aujourd'hui, la politique intérieure, dans beaucoup de pays, y compris en France, est marquée par des tensions sociales importantes qui rendent très difficile de négocier un cadre multilatéral international. Alors, en conclusion, je voudrais dire qu'on ne peut pas dire que le commerce est facteur de paix. Il est facteur d'interdépendance. Et l'interdépendance est une réalité qui continue. On peut parler de démondialisation si on fait référence au cadre dans lequel la mondialisation était gérée, mais il n'y a pas de diminution d'interdépendance. C'est la gestion politique et institutionnelle de cette interdépendance, au niveau international comme au niveau national, qui est facteur de paix et de prospérité. Et c'est ça le défi qui est devant nous. Et il est important de rappeler qu'il ne s'agit pas de libre-échange, mais de régulation des échanges, de reconnaissance mutuelle des différences, de reconnaissance mutuelle de politiques de protection menées par les uns et les autres. C'est le rôle qu'il faut retenir de l'Organisation mondiale du commerce, et c'est un rôle dans lequel on voit que la négociation quasi permanente sur la libéralisation apparaît comme le moyen de préserver dans le temps la légitimité des accords et des mesures de protection en reflétant les changements de position des différents groupes d'intérêts. C'est l'incapacité à gérer politiquement l'interdépendance avec des mesures également économiques, par exemple une compensation efficace des perdants, à ces deux niveaux, international et national, qui sera facteur de tensions et de conflits. Et donc la responsabilité de nos dirigeants est très forte. Voilà. Merci. Merci Pierre. Pierre, vous parliez... Pierre Jacquet nous parlait du rôle du politique. Sahar Alpazar, I come back to you. Je reviens à vous. Quel rôle pourrions-nous jouer pour avoir moins de confrontations entre les États-Unis et la Chine, par exemple? Que pensez-vous? Comment est-ce que nous pouvons être plus pacificateurs? Merci pour cette question. Alors, l'Égypte, d'un point de vue diplomatique, est à distance égale de toutes les parties prenantes et tous les pays, qu'il s'agisse de pays en compétition ou en conflit. Parce qu'en fin de compte, donc nous parlions de la diplomatie géopolitique ou du commerce géopolitique. Nous faisons du commerce avec tout le monde, avec les États-Unis, avec la Chine, avec l'Ukraine, avec la Russie. Donc, voilà, c'est notre position. C'est une position basée sur la mutualité. Et nous jouons différents rôles. Donc, on peut jouer le rôle de médiateur en utilisant notre rôle historique, diplomatique au Moyen-Orient,
pour dissiper les tensions qui émergent de temps en temps au Moyen-Orient et qui impactent le commerce mondial. On joue le rôle de partenaire stratégique avec des coopérations internationales, des organisations internationales. Étant donné notre lieu géographique et nos capacités militaires. Et cela aide à maintenir la paix au niveau de la mer Rouge dans d'autres situations. Et on joue également un rôle écologique. Parce que si nous maintenons de la paix pour la mer Rouge et puis les navires décident de passer par un parcours plus court en passant par la mer Rouge, nous contribuons aux changements mondiaux et nous aidons à minimiser les émissions de gaz. Clarisse Magnan. Sur les nouveaux visages de la mondialisation. Il a d'ailleurs été publié à l'occasion de ces rencontres économiques d'Aix. Il contient notamment un baromètre sur la coopération internationale. Est-ce qu'on assiste, selon vous, à une fragmentation du commerce mondial ? Alors, je me disais qu'ajouter après cette brillante introduction de Pierre Jacquet, que vais-je dire qui n'ait déjà été parfaitement résumé ? Donc déjà, peut-être très simplement, est-ce que le commerce a un rôle pacificateur ? La réponse, plutôt non. Est-ce que la contre-opposée, à savoir, est-ce que la hausse des conflits dans le monde affecte le commerce mondial ? La réponse, plutôt non. Voilà, ça c'est en résumé. Alors, on publie, en l'occurrence au moment du Forum économique mondial, un baromètre de la coopération internationale qui regarde 5 domaines. 1, le commerce mondial et les flux de capitaux. 2, la collaboration sur le climat et l'environnement. 3, la collaboration sur l'innovation et la technologie. 4, la santé et le bien-être. Et 5, la paix et la sécurité dans le monde. Donc, je vais vous donner la réponse dans mon introduction. On a une augmentation de la coopération internationale en matière de commerce et on a, sur cette dernière décennie, une réduction forte de la paix et de la sécurité dans le monde, qui est assez triste et qui se matérialise par un certain nombre d'indicateurs qu'on a utilisés, qui sont les victimes de guerres, de conflits, les populations déplacées, et puis aussi de plus en plus les cyberattaques, qui sont une autre forme de guerre qui affecte à la fois les États et les entreprises. Donc, la corrélation entre l'augmentation du commerce mondial et la paix, elle est malheureusement pas établie. Alors, en revanche, moi, ma thèse, c'est que ça affecte quand même le commerce international et d'où ça revient à votre question sur, finalement, est-ce qu'on se régionalise ou est-ce qu'on se démondialise ? Et ce que l'on voit, c'est qu'effectivement, à la guerre froide, on avait l'Union soviétique et les États-Unis. Aujourd'hui, on a 5-6 grandes zones d'influence, influence américaine, chinoise, russe, indienne, l'Europe de l'Ouest et le reste du monde. Et qu'est-ce qui se passe au niveau des échanges internationaux ? En fait, nous, on a mesuré si les échanges entre pays, on va dire amis, on a appelé ça géopolitiquement proches ou géopolitiquement distants, est-ce qu'ils augmentaient ou est-ce qu'ils diminuaient ? Et en fait, on voit que les échanges avec les pays non alignés se réduisent. En moyenne, entre 4 et 6%, sauf aux États-Unis, où eux, ils ont été plus drastiques et ils ont réduit de 10% leurs échanges avec les pays non alignés. Et principalement, en fait, la Chine, vous l'avez vu, il y a eu un certain nombre de restrictions commerciales. Alors, à l'échelle mondiale, on est passé de 650 restrictions commerciales en 2017 à 3000 en 2023. On a aussi une hausse des barrières douanières assez forte, de 3 à 6. Alors, c'est surtout à nouveau les Américains vis-à-vis des Chinois. Et donc, ils ont réduit leurs importations chinoises de 9 points. C'est énorme. Ils sont passés de 24 à 16%. Donc ça a des conséquences, ça a des effets sur le reste du commerce mondial, puisque du coup, les Américains ont choisi d'investir et de commercer de plus en plus avec le Mexique, qui est géographiquement proche, et le Vietnam, qui est géopolitiquement proche. Et donc les Chinois, perdant une partie de leurs exportations aux États-Unis, se sont redéployés dans le reste du monde. Et l'Europe, de son côté, est restée très ouverte. Mais comme elle a perdu un de ses principaux partenaires commerciaux qui était la Russie, eh bien, les Français, on s'est plus tournés vers
les États-Unis, en l'occurrence, dans les faits, et puis d'autres pays, comme par exemple l'Allemagne, ont été un peu plus vers la Chine. Et donc l'Europe est restée finalement un continent très ouvert au reste du monde. Donc, par rapport à votre question, est-ce qu'il y a une régionalisation? Non, dans le sens où ce monde multipolaire permet des échanges avec de multiples partenaires. En revanche, l'élément de conflit, de guerre ou de tension géopolitique affecte et redessine l'ensemble des flux. Merci beaucoup. Jean-Jacques Guilloni, comment ces tensions commerciales dont on parle là depuis ce matin affectent une entreprise comme LVMH? Alors, vous êtes en première ligne, vous. Oui, mais comme toujours sur le papier chez LVMH, tout est simple. Si vous regardez un peu à quoi on est, quels sont les grands facteurs de production en particulier, nous sommes des intégrateurs régionaux. Nous allons acheter du cuir à une tannerie dans le Limousin, nous allons la monter en sac en Loire-Atlantique ou en Creuse, et donc on se dit, en fait, en réalité, c'est un acteur tout à fait régional en termes de production, dont la valeur ajoutée n'est pas de fédérer ou de rassembler des composants d'origine diverse et complexes, mais au contraire de faire du sourcing local. En second lieu, quand vous regardez la concurrence en matière de luxe, elle est très univoque, c'est-à-dire que ce sont des entreprises françaises ou italiennes, donc il n'y a pas véritablement de concurrence de devises, qui est souvent un facteur de déstabilisation important du commerce mondial. Et donc, les produits sont d'une origine assez constante, et on peut se dire que tous les pays les reçoivent à peu près de la même façon. Donc, on est dans une vision de la mondialisation qui est assez simplifiée. La réalité est peut-être un peu plus complexe. La première chose, sans revenir sur ce qui a été dit précédemment, mais des stratégies commerciales agressives existent de la part de certains pays, pour pas parler de dumping, mais on n'est quand même pas très loin, que ce soit du dumping par les devises, que ce soit du dumping par les normes, ou voire par les profits, c'est un peu plus, enfin en ne faisant pas de profit, ce qui est un peu plus rare, mais ce sont des stratégies qui existent. Quand elles commencent à exister, ça crée des tensions considérables entre les différents acteurs mondiaux. Et on le voit très bien, le meilleur exemple qu'on a aujourd'hui, c'est les voitures électriques aux États-Unis et en Europe. Les États-Unis ont décidé de les taxer, l'Europe s'y intéresse très fortement, pour ne pas dire a déjà pris la décision. La réponse des Chinois, c'est de mener une enquête anti-dumping sur quoi? Sur le cognac. On voit très bien qu'il y a un rapport tout à fait étroit entre la voiture électrique et le cognac. Et comme par hasard, c'est nous. Pourquoi c'est nous? D'abord parce qu'il n'y a pas tant d'exportateurs que ça, et nous on exporte partout. Donc je dirais que chaque fois qu'il y a une balle perdue dans un conflit commercial quelque part, je ne dis pas qu'elle est pour nous, mais enfin on a de bonnes chances de se retrouver à devoir négocier, à devoir expliquer que non, on ne fait pas de dumping, que le prix du cognac, il est bon. Alors Pernod Ricard et Rémi Martin sont avec nous dans ce débat, mais on ne parle pas d'une industrie qui, a priori, est de nature, et de taille et de nature, à s'opposer, entre guillemets, à l'industrie de la voiture électrique. Enfin, on n'a pas exactement les mêmes enjeux. Donc cette mondialisation s'exerce de manière différente, mais on est très souvent les otages de conflits. On l'a vu avec la précédente administration américaine, dont elle sera peut-être la future administration américaine. On s'est retrouvé au cœur de conflits plus ou moins fantaisistes, mais néanmoins des conflits avec des risques, voire des droits de douane qui étaient imposés. Demandez aux producteurs de Roquefort comment ils sont imposés aux États-Unis. Il n'y a pas une meule de Roquefort qui a été vendue aux États-Unis depuis 40 ans parce qu'il y a des droits de douane totalement dissuasifs. Donc ce n'est pas anecdotique. On peut être un acteur régional avec une participation dans la mondialisation qui est très particulière, comme c'est notre cas, et malgré tout se retrouver otage d'un certain nombre de conflits qui n'ont rien à voir avec notre activité. Merci. Pierre-André de Chalandard, comment vous voyez les tensions entre grands États peser sur le commerce, de vos points de vue?
D'abord, moi, je voudrais dire aussi, l'introduction de Pierre Jacquet est absolument remarquable. Il y a un certain nombre de choses qu'il a dites beaucoup mieux que ce que j'allais dire, donc je vais pas les redire. Mais juste compléter sur 2-3 points. Je voudrais introduire un élément que vous avez fait juste une allusion. Le sujet, c'est commerce et paix. Il y a un élément entre les deux qui est la croissance et la prospérité. Et là, de ce point de vue-là, quand on est dans le monde rationnel des économistes, c'est quand même un sujet sur lequel il y a un lien qui marche à tous les coups. Le commerce, c'est bon pour la croissance. Le libre-échange, globalement, c'est bon pour la croissance. La théorie économique le dit et la pratique l'a montré. Moi, je pense quand même qu'on a un ralentissement un peu de la croissance du commerce mondial qui aujourd'hui entraîne un ralentissement de la croissance. Donc ça, c'est un lien qui est très important. Et donc là, on est dans l'économie. Alors après, je suis d'accord avec vous, la paix, c'est la politique, c'est pas l'économie. Et donc le lien entre croissance et sinon, il faudrait que, comme commerce et croissance, c'est bon, il faudrait pousser commerce et croissance. Pourquoi ça ne marche pas et c'est pas lié avec la paix? Parce que la paix, c'est le domaine du politique. Et donc, donc je voudrais faire 2 autres points. Le premier, c'est que cette appréciation du coût du politique. Vous avez parlé de politique intérieure. Moi, je suis très frappé que l'attitude des pays par rapport au commerce mondial, ils dépendent aussi de la manière dont ils se débrouillent. Et je voudrais prendre 2 exemples de pays qui, aujourd'hui, sont plutôt à dire il y a un problème. La France et les États-Unis, 2 pays qui ont des gros déficits commerciaux. Il y a 2 pays qui, on voit bien dans les négociations, sont toujours à dire qu'il faut faire plus de libre-échange, l'Allemagne et la Chine. Donc je pense que si on s'est débrouillé pour se positionner bien, et vous avez dit qu'il faut une politique intérieure, si on veut être dans le commerce, il faut avoir la politique qui va. Il y a des pays qui ont mieux réussi, et du coup, qui sont plus, alors heureusement on a le luxe, mais il n'y a pas que malheureusement, la France, c'est pas que le luxe. Et donc, c'est ça qui explique les problèmes que vous pouvez avoir, c'est que nous, on a plutôt cette attitude-là. Ça, c'est le 2e point. Et le 3e point, pour rebondir en disant c'est le politique qui prime, je suis complètement d'accord avec vous. Et si on fait une relecture des 50 dernières années, on voit quand même qu'on a eu, pendant une longue période, vous avez parlé du cadre, on a pendant une longue période, en fait, la Pax Americana. Et donc le cadre international, l'OMC, toutes les organisations internationales de Bretton Woods, ils ont été mis en place par les Américains qui, et ça s'est encore renforcé à partir de 90, et donc l'explosion du commerce international entre 90 et 2022, c'est la Pax Americana, et c'est l'hégémonie américaine. Ce qui est remis en cause, à la limite, à mon avis, bien plus que le Covid et la guerre en Ukraine, c'est la rivalité, c'est la montée de la Chine, c'est la rivalité américano-chinoise. Et le fait, du coup, que les Américains revoient les choses et que le commerce, au lieu d'être, puisque c'était l'intérêt des Américains, d'être un facteur de paix, le commerce est aujourd'hui un outil de tension et un outil dans la guerre. Les sanctions, c'est ça. C'est un outil de la guerre hybride aujourd'hui, le commerce. Donc je renverserai la question. Et c'est ça qui est... C'est pas bon pour la croissance, mais malheureusement, on est dans le domaine là du politique. Et comme on le voit dans beaucoup d'endroits, le politique, malheureusement, c'est pas toujours rationnel. Et d'ailleurs, juste pour rebondir, Jean-Jacques Guilloni disait que LVMH était toujours là pour se prendre une balle perdue. Est-ce que quand on peut se localiser dans le marché où on vend, c'est une façon d'échapper un petit peu à... Alors nous, la réponse qu'on a depuis 15-20 ans, mais chez Saint-Gobain, si c'est ça la question, la réponse de Saint-Gobain, c'est pas une réponse qui marche pour tout le monde, mais ça a été notre réponse à nous. C'est que nous, on est sur des... et c'est un acte assez conscient, on s'est mis sur des marchés locaux, des métiers locaux où les produits ne voyagent pas. Et donc, j'allais dire, de ce point de vue-là, le risque géopolitique de la politique, on l'a réduit beaucoup. C'est juste le fait qu'on est dans ces différents pays, mais on n'est pas lié, on n'est pas lié à ces flux de commerce. On y est lié pour certains achats, mais on s'est beaucoup réduit. Donc oui, globalement, quand on est dans des métiers locaux, on échappe à cette problématique. C'est une bonne réponse pour Saint-Gobain. Malheureusement, ce n'est pas la réponse qu'on peut avoir en tant que pays. Merci beaucoup. Hinda Gharbi, Bureau Veritas a une histoire particulière avec la mondialisation, vous allez peut-être nous l'expliquer. Quelles sont les conditions pour vous pour faire de ce commerce, justement, un élément pacificateur, un instrument de coopération internationale? Alors, d'abord, bonjour tout le monde et merci pour cette invitation.
Pour moi, je voudrais peut-être prendre une position un peu différente des collègues dans cette table ronde. Je pense qu'il faut remettre l'humain aussi dans cette discussion. Moi, je suis industrielle, je ne suis pas du tout politique, donc je vais avoir du mal à discuter le côté politique. Par contre, le côté humain, les communautés et ce qui se passe avec le commerce, c'est très important. Alors, Bureau Veritas, c'est une entreprise bicentenaire qui a l'opportunité et un rôle privilégié de voir plusieurs industries dans le monde entier, dans plus de 130 pays, et ce qui nous donne une vue de ce qui se passe dans les communautés qui est très importante. Et donc, le commerce, moi, je le regarde comme un outil de pacification parce que ça améliore les conditions de vie des personnes de ces communautés-là. Et alors, bien sûr, on peut se dire toujours, mais il y a de l'exploitation, etc. Mais en fait, la réalité, il y a de très bons acteurs, il y a des acteurs un peu moins bons, et tout va être dans le cadrage de ce commerce. Comment on cadre un commerce pour que ça améliore les conditions de vie des communautés partout dans le monde, mais pas seulement économiques, sur tous les plans. Et on le voit de plus en plus avec l'amélioration des pratiques, et on a la chance de le voir aussi bien dans des choses aussi simples que la sécurité routière, ça peut aller à l'éducation, à la santé, et de plus en plus à la conscience et à la conscience des choix que ces populations peuvent avoir. Et donc, pour moi, l'aspect pacificateur, c'est cette ouverture que le commerce international, que le commerce en général ramène dans des communautés. C'est la possibilité pour ces communautés de choisir, en fait, de challenger quelque part, de vraiment de défier un peu les autorités en voulant des conditions meilleures. Et donc, quelque part, même si c'est un niveau pas vraiment macro, on va dire, ça va contribuer à pousser vers des relations un peu plus pacifiques. Alors bien sûr, je pense le point qui a été fait, qui est très important, il y a une interdépendance que nous, on observe tous les jours, très importante. On parle beaucoup de mouvements de chaînes d'approvisionnement. Ça ne va pas se faire très rapidement. On peut bouger certaines choses. Il y a des sujets de compétences, il y a des sujets de capital humain qui n'existent pas au niveau où on en a besoin dans pas mal de pays. Je vous donne un exemple très simple. On parle du CHIPS Act. C'est cette loi aux États-Unis qui fait qu'il y a quand même de grandes subventions pour construire des usines de fabrication de puces électroniques. La réalité, c'est dans des États où il n'y a pas une population qualifiée, il n'y a pas des collèges techniques, il n'y a pas la population en nombre. Donc voilà, la réalité, il y a une interdépendance qui fait que ça fera réfléchir les États sur les choix politiques qu'ils feront. Il y a une amélioration de conditions de vie qui fait que, je pense, ça permet aux populations de défier les autorités en place. Et donc pour moi, je suis peut-être dans une position un peu différente avec mes collègues, mais je pense qu'il ne faut pas perdre espoir par rapport au commerce. Il faut le soutenir. Et bien que ça peut être bien sûr utilisé comme un outil de guerre et avec les sanctions et autres sujets mentionnés. Voilà. Merci beaucoup. Clarisse Magnin, vous aviez dit on commerce plus maintenant entre amis. C'est quoi les conséquences? Réduire les interdépendances, concrètement, ça donne quoi sur je pense que ça fait un peu écho à ce qui a été dit sur... en fait, c'est quoi les interdépendances? En fait, il y a j'appelle ça des ressources essentielles. C'est l'énergie, c'est les minerais et c'est les métaux de base. Et là, chaque région du monde, en positif pour être sur la partie un peu INDA plus positive, c'est qu'il n'y a pas une région dans le monde qui ne soit pas dépendante d'au moins une autre, ou plus, sur 25% de ces ressources ou biens ou services essentiels. Donc on est tous interdépendants, mais on n'est pas tous autant interdépendants. Donc les États-Unis ne sont pas interdépendants en énergie ni en minerais. Il y a simplement en métaux de base qui sont un peu courts. Nous, les Européens, on est interdépendants sur les trois, en tout cas sur l'énergie, à plus de 50%,
sur les minerais à plus de 50% et de façon substantielle sur les métaux de base. Donc c'est vrai que j'ai eu peut-être une vision de guerre économique peut-être trop négative, et il faut remettre l'humain, comme le disait Hinda, mais après il y a cette réalité de ces ressources rares qui sont en tout cas aujourd'hui finies. Alors l'énergie va se développer avec d'autres solutions probablement non carbonées, mais aujourd'hui c'est quand même cette... Et pour donner un autre exemple de ressources dont on ne parle pas beaucoup, qui est l'alimentation, le Moyen-Orient est dépendant à plus de 50% sur l'approvisionnement de ces céréales. Donc là, on est dans les besoins de base. Donc je pense que on peut voir le verre à moitié plein ou à moitié vide, c'est que ces interdépendances, finalement, nous obligent à trouver une façon, mais ça a été dit parfaitement en introduction, d'interagir entre nous. Après, je pense que les sociétés civiles sont en rejet de la mondialisation, ne la comprennent pas, n'en voient que les effets négatifs. Et puis quand on parle, moi je ne veux pas m'exprimer sur des sujets politiques, le sujet c'est le pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat c'est quoi? C'est beaucoup le coût de l'énergie. Et ce coût de l'énergie, on revient, je reboucle la boucle, c'est une réalité. Et la France est plutôt mieux dotée sur l'énergie, mais moins bien sur les autres ressources essentielles. Et du coup, dans cette mondialisation, l'Europe gagne, puisqu'on est exportatrice nette en tant que région. La France a une balance commerciale négative depuis plus de 15 ans. Donc voilà, donc ces sujets sont compliqués, il n'y a pas de réponse simple, mais je trouve que si on arrive à mieux comprendre ces mécanismes macroéconomiques, je pense qu'on peut trouver probablement plus de solutions, de coopération. Et le dernier point par rapport à ce que disait Pierre-André, vous avez raison sur le fait que la mondialisation a quand même, la coopération internationale s'est mise à stagner depuis 2020. Donc ça fait 4 ans qu'en fait, même si on a une augmentation globalement des échanges, en fait, on a atteint une sorte de plateau. Donc peut-être qu'effectivement, corrélation ne veut pas dire causalité, mais peut-être que les problèmes de paix et de sécurité et finalement de guerre économique affectent finalement, pour nuancer le propos, la croissance qui amène la prospérité, comme on le sait. Voilà. Merci. Pierre-André Tchalandar, comment l'Europe peut jouer dans ces guerres économiques qui se jouent entre les États-Unis, la Chine de l'autre côté? Quel est notre rôle? On a beaucoup dit que l'Europe était naïve pendant très longtemps. D'abord, je voudrais faire un petit point d'histoire, parce que Pierre Jacquet a parlé de Montesquieu, mais quand même la plus belle illustration de notre sujet aujourd'hui, c'est Jean Monnet, c'est les pères de l'Europe. Et ça a marché de façon formidable. C'était la communauté du charbon et l'acier et le commerce qui allait permettre de refaire la paix entre les pays d'Europe. Et c'est à l'intérieur de l'Europe, c'est réussi. Donc, et la Pax Americana. Alors, oui. Mais là, je parle, puisque la question c'est sur l'Europe, c'est un très bel exemple aussi, à l'intérieur de l'Europe. Donc le sujet aujourd'hui, ce n'est pas à l'intérieur de l'Europe, même si, comme l'a dit Clarisse, même si les bienfaits du marché commun, il faut les dire et les redire tous les jours à nos opinions publiques qui, sinon, ne les voient pas, mais ils sont complètement évidents. Hein. Le résultat du Brexit est quand même aussi très parlant, j'allais dire la preuve par l'inverse. Non, le sujet aujourd'hui, avec la fin de l'hégémonie américaine et la rivalité américano-chinoise, le sujet, c'est comment est-ce que l'Europe se positionne. Puisque l'Europe est quand même le dernier endroit où on se réclame du système, du cadre, hein, pour reprendre l'expression de Pierre Jacquet, du cadre ancien et du multilatéralisme. Et donc, comment est-ce qu'on se positionne? Et on ne s'est jamais positionné comme une puissance géopolitique en Europe. Voilà. Hein, donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Je pense qu'il faut 4 choses. La première, il faut continuer à prôner le multilatéralisme. Il ne faut pas s'aligner sur les positions américaines. Je pense que c'est très important, même si on est les seuls qui continuent à avoir dans le discours prêcher le multilatéralisme. Après, il ne faut pas être l'idiot du village. Hein. Et aujourd'hui, l'Europe, c'est un peu l'idiot du village. Et donc, il faut faire 3 autres choses. Je pense qu'il faut revenir à des règles de réciprocité, à la fois sur les tarifs douaniers, avec les risques, mais il faut de la réciprocité. Hein. Il faut, sur les tarifs douaniers, sur les investissements étrangers, et puis sur les règles d'accès au marché public. Donc, deuxième point, c'est qu'il faut des règles de réciprocité. Le troisième point,
Clarisse en a parlé, je pense que compte tenu de la dépendance beaucoup plus forte de l'Europe sur un certain nombre de sujets, il faut quand même essayer de réduire nos dépendances à un certain nombre de matériaux critiques. Le Critical Raw Material Act, c'est un petit début, mais je pense qu'il faut aller dans cette direction. Et le quatrième point, c'est qu'il faut être meilleur en interne. Et donc, en fait, il faut, quand on regarde ce qu'ont fait les Américains avec l'IRA, quand on voit la politique chinoise aujourd'hui, il faut une politique industrielle européenne pour redonner de la compétitivité, parce qu'on est bon dans le commerce international si on est bon en interne. Voilà, je pense que si l'Europe fait ces 4 choses, mais ça suppose quand même un petit infléchissement, et ça suppose de construire une vision européenne géopolitique. Et ce n'est pas gagné. Voilà. Merci. Jean-Jacques Guilloni, votre avis sur le sujet, jusqu'où est-ce que l'Europe peut aller, là, sans risquer quand même les guerres commerciales? Si vous posez la question comme ça, pratiquement la réponse est dans la question. Moi, je pense que c'est un sujet éminemment politique et ambigu, au sens où aller dans une guerre commerciale sur le plan strictement politique est à la fois mauvais pour l'économie, donc mauvais pour les politiques, mais en même temps, les coups de menton et les postures martiales en matière économique sont aussi parfois rentables sur le plan politique. Donc c'est un sujet qui est fondamentalement ambigu. À partir du moment où on accepte cette ambiguïté qui ne répond donc pas à la question, il faut revenir aux fondamentaux. Et je ne vais pas répéter ce qu'a dit Pierre-André. C'est tout à fait important que l'Europe existe en tant qu'Europe et ne soit pas l'otage de guerres commerciales. Et chaque fois que quelqu'un commence à dire avoir un problème de quelque nature que ce soit avec l'Europe, surtout on met en avant les intérêts des exportateurs européens. On en fait partie chez LVMH, donc je pense savoir à peu près de quoi je parle, mais on ne peut pas chaque fois céder aux simples intérêts immédiats et commerciaux, parce que les intérêts immédiats et les intérêts à long terme ne se recouvrent pas véritablement. À vrai dire, si on affaiblit l'Europe, je pense qu'à long terme, on affaiblit les entreprises européennes. Donc ça passe par des moments forcément de tension, on en vit un actuellement. Regardez l'attitude de la Chine sur les voitures électriques. Les Américains ont mis des droits de douane. On ne peut pas dire qu'il y a un regain, bon, on ne peut pas dire que ce soit l'entente cordiale non plus, mais enfin qu'il y a un regain de tension particulier entre la Chine et les États-Unis sur ce sujet. L'Europe menace de faire la même chose immédiatement. On a des enquêtes sur 36 trucs. Enfin, j'ai parlé du cognac tout à l'heure, mais il y a d'autres enquêtes qui sont menées en Chine, parce que la Chine se dit l'Europe est un acteur plus faible, politiquement, géopolitiquement, mais économiquement. Et en plus est divisé. Quel que soit le succès de la construction de Jean Monnet, je reviens pas là-dessus, il est indéniable et il est fondamental, on ne doit pas être l'homme malade de la mondialisation. C'est absolument fondamental de définir, comme l'a dit Pierre-André tout à l'heure, les conditions de succès de la présence européenne dans les échanges internationaux. Merci. Linda Garbi, sur ce sujet-là. Écoutez, moi je reviens à ces deux choses que je trouve nous manquent aujourd'hui pour parler de ce sujet en particulier, c'est l'innovation, et ça c'est très important, on n'en parle pas, mais en fait l'innovation va faire en sorte qu'on ne va pas pouvoir se fragmenter. Le commerce a besoin de l'innovation et on le voit de plus en plus sans rentrer dans toutes les discussions sur l'intelligence artificielle et notamment générative. Mais le vrai sujet, c'est qu'aujourd'hui, on est dans un rythme de changement très rapide et ça va nécessiter toutes les compétences mondiales. Et donc, pour moi, l'innovation, c'est un autre vecteur qui devrait pacifier, bien qu'aujourd'hui, on est quand même dans une phase très transitoire et très jeune, et on n'a pas encore le cadre pour développer l'innovation. Mais je veux peut-être revenir un peu au sujet des chaînes d'approvisionnement. Finalement, c'est une question de chaînes d'approvisionnement et comment elles vont bouger. Et l'exemple de la voiture électrique est très, très intéressant parce qu'aujourd'hui, on a les tarifs aux États-Unis, il y a l'Europe qui y travaille. La réalité, les producteurs chinois, nous, on travaille avec eux très étroitement, ils sont en train de bouger au Mexique. Ils se positionnent au Mexique pour servir le marché américain. Donc, il y a une telle profondeur et une telle interdépendance dans ces chaînes d'approvisionnement que les acteurs principaux vont bouger, vont suivre un peu la politique quelque part.
et ils vont se positionner pour servir les marchés d'intérêt pour eux. Et donc, ça va forcer les gouvernements, que ce soit chinois ou autres, à composer avec cette réalité de leurs acteurs économiques qui, eux, ne peuvent pas se passer de certains marchés. Donc, nous, on l'observe et on a un peu cette position de vigie pour pouvoir observer ces dynamiques-là. Mais moi, quelque part, ça me rassure. Ça veut dire qu'on ne peut pas imaginer un monde très fragmenté. Donc, je reste positive. Voilà. Merci. Jean-Jacques Guiony, je reviens à vous, mais on a dit que les bienfaits de la mondialisation en interne, ce n'est pas toujours facile actuellement à les défendre. En tout cas, ils sont très contestés. Est-ce que pour vous, il faut poursuivre les négociations d'accords de libre-échange, par exemple? C'est une question assez d'actualité en France. Ah, oui, effectivement. Je dirais, c'est la pire et la meilleure des choses, comme souvent en économie. Je pense qu'au niveau européen, vous avez deux visions. Vous avez la vision, on n'a pas trop parlé, ricardienne, qui est que les échanges renforcent la valeur ajoutée globale de l'ensemble de l'économie et donc sont bons pour tout le monde. Et en plus, ils créent de l'interaction et donc favorisent la paix. C'est la thèse de Ricardo depuis toujours. Puis vous avez au sein de l'Union européenne quand même une deuxième école de pensée qui est beaucoup plus orientée vers la normalisation, le fait qu'en Europe, on doit être exemplaire à tous égards et servir aux consommateurs européens des produits qui sont faits à l'abri d'un certain nombre de normes. Je ne porte aucun jugement sur les deux visions, je dis simplement qu'elles sont un tout petit peu conflictuelles et parfois contradictoires, notamment quand il s'agit d'avoir des accords de libre-échange. Moi, quand je vois un accord de libre-échange qui n'a pas été ratifié, comme celui du Mercosur, dans lequel il y a des quotas, je suis un tout petit peu surpris. Soit il est bon et on n'a pas besoin de quotas parce qu'on est sur un, comme disent les anglo-saxons, level playing field et on n'a pas besoin de véritablement protéger les entreprises des deux côtés. Soit on met un quota, ce qui veut dire très clairement qu'on n'est pas sur des conditions de concurrence tout à fait équivalentes. Comment voulez-vous après, sur cette base-là, faire accepter ça aux opinions publiques? Parce qu'on en revient toujours là, tout est politique. Comment peut-on faire accepter aux opinions publiques, qui peuvent être chauffées à blanc notamment sur les sujets agricoles qui sont extraordinairement sensibles, quand, à la base, on reconnaît par le fait qu'on a introduit des quotas dans l'accord de libre-échange, le fait qu'ils sont probablement déséquilibrés, parce que sinon, on n'aurait pas besoin de quotas. Je trouve le sujet un tout petit peu problématique. Merci. Hinda Gharbi, je reviens juste vers vous. La croissance des critères ESG, qui est une tendance de fond, est-ce que c'est en train, là aussi, de changer un peu le commerce mondial? Est-ce que c'est une réponse? Alors moi, ce que je disais au début, c'est que l'amélioration des conditions de vie, ça passe par l'aspect économique, mais ça passe aussi par un cadrage très précis autour de la protection de l'environnement, de la protection des pratiques, enfin de l'adoption de pratiques sociales, de pratiques de gouvernance. Et je pense que sans sombrer dans des systèmes très rigides, ça conditionne comment les acteurs économiques se comportent dans le monde entier. Donc je pense que c'est un élément qui n'était pas aussi bien défini dans le passé, et je pense que c'est un élément qui peut aider effectivement à améliorer la dynamique ou l'action des acteurs économiques dans plusieurs pays du monde, et ça peut effectivement contribuer, je pense, à un effet pacificateur. De loin, mais c'est positif. Merci. Clarisse Magnin, est-ce que le consommateur, on a beaucoup parlé du rôle du politique, mais finalement, est-ce que le consommateur, il a aussi un rôle à jouer? Alors, vaste sujet, le consommateur, on le voit, peut rentrer dans des positions de boycott de produits, attendu qu'il puisse bien apprécier qui vraiment fabrique le produit ou fournit le service. Donc, il y a une sensibilité au-delà du consommateur, j'ai envie de dire du citoyen, à des sujets de géopolitique, à des sujets de dumping social, etc., qui peut amener, donc on l'a vu dans les études en déclaratif, que les consommateurs étaient prêts à payer un petit peu plus pour des pratiques qui soient plus vertueuses. Alors ensuite, quand l'économie se porte un petit peu moins bien, le déclaratif ne se retrouve pas tout à fait dans le réel. Bon, mais dans l'intention, on l'a qui est quand même assez déclaré. Mais moi, je dirais, au-delà des consommateurs et de leur comportement d'achat, je pense que le vrai sujet, c'est les opinions publiques, c'est comment on équipe les hommes et les femmes citoyens sur ces sujets-là pour qu'ils puissent ensuite exprimer leur voix
je ne parle pas uniquement d'un point de vue électoral, mais qui puissent faire porter ce qui leur semble être juste avec une connaissance de ces enjeux. Et honnêtement, je le dis avec beaucoup d'humilité, si je n'avais pas fait ce rapport avec mon collègue Matteo Pacca, je ne sais pas s'il est dans la salle, on a passé probablement 6 mois ensemble à tout redécortiquer. Pour même nous, on est relativement éduqués, on travaille dans le business, donc on travaille avec des dirigeants pour vraiment comprendre ce qui se passait, où est-ce que ça allait. Donc comment est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'un citoyen, j'ai envie de dire, normal, puisse comprendre ces enjeux-là. Donc je pense qu'il y a quand même aussi une vraie question d'éducation, de vulgarisation de phénomènes complexes pour permettre ensuite de guider les bons choix. Parce que si les bons choix, on les partage entre nous et qu'on est dans un entre-soi économique et politique, en fait, on n'entraîne pas avec nous les populations. Et du coup, de toute façon, ce qui semble, entre guillemets, parfois évident, ne se mettra pas en œuvre parce que ce point de vue sera très isolé. Très isolé. Donc je pense que, et c'est pour ça que moi je viens chaque année aux rencontres économiques d'Aix en espérant qu'il y ait effectivement de la jeunesse, de la diversité, pour qu'on puisse justement échanger, qu'on puisse parfois ne pas être d'accord et qu'on fasse avancer la réflexion et qu'on puisse prendre les bonnes solutions pour notre terre, j'ai envie de dire. Merci beaucoup, merci à tous. Pierre Jacquet, je vous laisse le mot de la fin. Merci. Je voudrais retenir peut-être 5 messages de cette table ronde. Le premier, c'est la réalité incontournable de l'interdépendance. Pas seulement l'interdépendance classique que l'on a vécue, mais il y a deux choses qui ont été mentionnées qui me paraissent centrales. L'innovation, et en effet, c'est une dimension, aujourd'hui, on l'a bien vu d'ailleurs, même avec la crise du Covid, l'interdépendance est là. Mais aussi ce qu'on appelle en économie les biens publics, et les biens publics mondiaux, par exemple la lutte contre le réchauffement climatique, la protection de la biodiversité, ce sont des éléments aujourd'hui majeurs d'interdépendance. Pourquoi ? Parce que la solution ne peut être que collective. Et je crois que c'est un point extrêmement, extrêmement important qui nous rend mutuellement dépendants les uns les autres, et ça peut être conflictuel, notamment dans les relations entre le Nord et le Sud. Deuxième point que je retiens, c'est remettre l'humain au centre de la discussion. Même quand on parle de croissance, et je ne peux pas être plus d'accord avec ce que vous avez dit, le problème, c'est à qui bénéficie la croissance, comment sont répartis les gains de la croissance. Et je crois que l'humain est au cœur de l'objectif de l'économie, de l'objectif aussi du commerce, finalement. Et si on n'est pas capable de faire ce lien, eh bien on perd le consensus social, donc on perd la capacité d'entrer dans des accords commerciaux. Et je crois que ça, on l'a parfois un peu perdu de vue. Troisième point important, comment organiser le cadre multilatéral. Celui qu'on avait mis en place est déçu pour des tas de raisons. Il faut maintenant mettre dans ce cadre des grands pays qui n'y étaient pas. Comment on négocie avec eux alors qu'ils n'ont pas les mêmes systèmes de valeurs que nous ? Il faut reprendre totalement la négociation. Et ça, c'est de ce qu'on appelait, après la Seconde Guerre mondiale, la haute politique. Il ne s'agit pas de négocier sur des politiques commerciales. Il s'agit de négocier sur la reconnaissance mutuelle de valeurs et le partage de valeurs. Et ça, c'est extraordinairement compliqué, surtout aujourd'hui. Je vois que le temps s'écoule, donc j'accélère. Quatrième point important, pour bénéficier du commerce, il faut être fort. Je crois que ça a été dit par plusieurs des membres du panel. C'est un aspect fondamental, mais fort, pas seulement économiquement, pas seulement dans la concurrence internationale, mais aussi fort socialement. Sinon, on va accuser l'étranger, je ne fais aucun lien avec le débat politique en ce moment en France, et on va accuser la mondialisation. Et ce sera une erreur, parce que les problèmes de notre pays, franchement, ne viennent pas de la mondialisation, ils viennent de notre pays. Et donc, être fort, c'est être capable de gérer ces problèmes sans prendre nécessairement l'étranger comme bouc émissaire. Et ça, je crois que c'est un point aussi fondamental. Il y a des limites à ça, malheureusement. Historiquement, il y a un philosophe américain qui a très bien représenté, qui est William James, au début du XXe siècle, au début du XXe siècle, qui disait que la guerre et le fait d'avoir un ennemi était un facteur de consensus social. On le voit tous les jours. Et il posait une question qui jusqu'à aujourd'hui, n'a pas de réponse, c'est quel est l'équivalent moral de la guerre ? Et je crois que notre discussion amène aussi à ce possible de question. Dernier point,
Je termine sur la question, est-ce que le commerce est facteur de paix? Bien, ça va dans les deux sens. Et donc, ce qui est intéressant pour nous, c'est comment est-ce qu'on crée le cercle vertueux commerce et paix, qui est celui qu'on a eu pendant les 30 Glorieuses. Eh bien, la tâche est lourde. Merci. Merci beaucoup. Merci à tous.